Donc, avant de commencer aujourd'hui à parler des respirations, je vous ai préparé un échange et des pratiques aussi autour de la respiration, quelque chose d'utile pour la vie de tous les jours et aussi quelque chose pour s'interroger sur la respiration et sur la vie. Alors, petite introduction sur la respiration pour la voir aussi autrement, changer des regards par rapport à qu'est-ce qu'est la respiration, parce que on est on fait notre premier cri pour, déployer nos poumons. On respire tous les jours, on vit et puis un jour on expire notre dernier souffle et on meurt et la respiration raconte vraiment l'histoire de notre vie. La respiration a beaucoup un lien avec notre identité et on pourrait même dire que la respiration peut nous dire qui nous sommes. En regardant la respiration, c'est peut-être fin, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire regarder la respiration? Mais si on regardait ça, on pouvait en quelque sorte voir aussi qui nous sommes dans cette respiration. Et pourtant, je suis, presque sûr que comme, moi, vous aussi des fois vous donnez tout cela comme acquis, comme autonome. On n'y pense pas, on n'y pense pas à respirer. Certes, nous avons de la chance que cela soit autonome, mais cette chance est aussi une limitation. Et je vous propose aujourd'hui d'en prendre conscience, parce que c'est simple finalement de se connecter à sa respiration et ça peut nous amener un autre regard, sur plein de choses. Et donc plutôt que se laisser respirer inconsciemment, moi je vais vous proposer avec cet échange d'aujourd'hui de réapprendre à se connecter consciemment à la respiration et à la vivre comme quelque chose qui est tout le temps présent avec nous. Je vais aussi vous poser des questions pour échanger ensemble, en nous le cas, c'est là, ça veut être un examen, hein, mais juste pour échanger. Donc utilisez aussi les chats pour le faire et la première question que je vous demande aujourd'hui pour, briser un peu la glace entre nous, c'est: qui a observé sa respiration aujourd'hui? On s'est levé ce matin, on est arrivé ici, c'est 12h30. Qui a déjà passé un moment à observer sa respiration? Alors vous pouvez mettre oui, non, vous pouvez, si c'est oui aussi, nous partager. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que, voilà, il y a déjà certains qui partagent, pas vraiment. Et ben, c'est l'occasion de les faire, on va les faire ensemble, mais jusqu'à l'âge de 25 ans, moi, je n'ai jamais pris conscience, même pas une fois, que j'ai respiré, en fait. Certes, je le savais que j'ai respiré, comme on le sait tous, mais je l'avais jamais fait en conscience, de me dire: «Mais tiens, en fait, je respire, je peux modifier cela et peut-être ce que j'ai fait, je peux l'optimiser, je peux le faire mieux, peut-être que ça peut m'aider». Et moi, ça m'a pris, 25 ans juste pour prendre conscience que la respiration était quelque chose de vivant. Alors merci pour les partages, je vois que, voilà, quelqu'un a observé sa respiration, qu'elle était courte, quelqu'un a pratiqué la cohérence cardiaque, en faisant du yoga, bien sûr. Alors, on va parler aussi de comment on valorise la respiration dans le yoga et bien sûr que la pratique du mouvement et la pratique du yoga va toujours inclure la conscience de ce qu'on est en train de faire et comme on est tout le temps en train de faire la respiration, même pendant les mouvements, on va l'observer. Donc merci pour vos partages et donc aujourd'hui, certains, ils ont observé, d'autres, ils n'ont pas observé. Si ce n'était pas aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas encore observé aujourd'hui leur respiration. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pris conscience de votre respiration? Vous l'avez observé? Si vous l'avez fait, quels étaient les messages? Qu'est-ce qui vous a appris ces moments-là, la respiration? Si vous l'avez fait. Alors peut-être, vous l'avez jamais fait, hein? Au cours de la natation, on dit aussi Hélène, super. Je vous laisse partager, hein, dans le chat. Si vous avez observé votre respiration une fois, dire: «Tiens, je respire, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là?» Alors je vous fais un exemple, peut-être vous avez observé que la respiration était rapide et peut-être vous avez donc appris que vous étiez un peu stressé ou vous avez peut-être, de l'anxiété, une crainte, une peur ou alors à un autre moment, vous avez senti la respiration profonde, elle était presque libérée, elle était paisible, agréable et alors vous vous êtes dit: «Je me sens bien» et peut-être c'était dans un moment en lien avec, la nature. Essayez de voir ces moments parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire autour de la respiration, c'est aussi de pouvoir, l'observer un peu plus profondément. Voilà, certains disent, ça peut aider par exemple, pour le mal à la tête, c'est très vrai pour les migraines. Donc ça peut être quelque chose qui nous a permis de régler en conditions physiques, mais ça a aussi sûrement pu être un message
sur notre état mental, psychologique. Ça peut aussi nous donner une clé et dire tiens, finalement, je vis ma vie en apnée. Qu'est-ce qui veut dire cela aussi? Ça peut arriver que des personnes font souvent des apnées derrière l'écran, au travail, dans les réunions. Et on se dit, bah, pourquoi je bloque autant les souffles? Pourquoi je fais autant d'apnées? Est-ce que voilà. On dit dans les yogas que les mouvements et la position du corps, la posture du corps est symbolique par rapport à quelque chose qu'on ressent dans notre mental. Alors, si c'est vrai pour les corps, je vous rassure, c'est vrai aussi pour la respiration. Et donc, c'est juste un miroir de notre état psychophysiologique. Voilà, Maxime partage, par des moments, j'ai remarqué que ma respiration est rapide. Voilà, quand j'ai pris du temps pour moi, c'est relâche, je me détends. Donc vous voyez qu'il y a tout de suite quelque chose à apprendre dans les simples faits de l'observer. Moi, une chose que j'ai fait, par exemple, tous les matins, je commence par des pratiques de respiration. C'est ce qu'on appelle les contrôles respiratoires. Mais je fais des moments dans la journée pour faire une pause, surtout les midis, à cette heure-là, après avoir mangé, ou les soirs, où je laisse la respiration libre. Et à chaque fois que je laisse la respiration libre et je l'observe, et moi je me détends, elle ralentit et elle me réchauffe. Et donc, qu'est-ce que j'apprends de cela? Mais j'apprends qu'en fait, en général, je suis un peu crispé, un peu tendu, je vais un peu trop vite. J'ai les actions, j'ai les pensées, j'ai la logistique des choses à faire. Et donc, je vis dans un état un peu crispé. Et dès que je me relâche, la respiration me le montre, je les ressens dans les corps. Et il y a des choses aussi simples que réchauffer ses mains et ses pieds. Parce que la respiration est beaucoup un lien en fait au fait de sentir les mains et les pieds froids, de sentir de se sentir crispé dans la poitrine. Voilà, ça ce sont des indices qui peuvent vous dire votre respiration, elle vit aussi un peu crispée et peut-être que vous avez l'intérêt à ralentir, à changer votre façon de respirer au quotidien. L'effet de sentir les mains et les pieds froids souvent, l'effet de sentir au niveau de la poitrine un peu crispée, l'effet de devoir souvent faire des bâillements ou des soupirs pour relâcher de la tension. Ou alors l'effet aussi simplement de se mettre en apnée. Ça, ce sont des indices qui peuvent vous aider. Et cette conscience de la respiration, pour l'instant, on n'a pas parlé des techniques, on n'a pas parlé des grandes choses, mais vous verrez par la suite qu'il s'agit en fait de la première véritable technique que nous avons, peut déjà nous donner plein de pistes. Et c'est chouette de penser que la respiration est là tout le temps, pour nous et avec nous. Et, et pas juste comme quelque chose qui s'est fait de façon automatique depuis la naissance jusqu'à la mort. Et voilà, on ne la valorise pas. Très bien. Une autre chose que je vais vous partager avec vous très rapidement, c'est l'histoire du petit enfant qui vient de la Lune. Alors, peut-être ici, il y a des gens qui aiment les petits princes. Vous pouvez penser aux petits princes, si ça vous fait sourire. Ou alors juste un petit enfant qui vient de la Lune et qui ne connaît pas la respiration, qui ne connaît pas l'homme, qui ne sait pas qu'est-ce qu'est la respiration, et vous devez lui expliquer. Parce que lui, il est arrivé sur la Terre, et à partir de maintenant, il va falloir respirer comme vous, parce que sur la Terre, on respire. Si on ne respire pas, on ne dure pas très longtemps. Alors l'enfant vous demande de lui expliquer comment respirer. Et alors, je vous raconte un peu comment va se passer cet échange avec lui. Vous allez lui dire, bah, tu sais, la respiration est très importante pour l'homme. Et d'ailleurs, dans une journée, il faudrait que tu respires autant de fois. Alors, peut-être vous savez, c'est autant de fois. Là, je vais vous les dire, mais essayez de voir si vous avez jamais réfléchi à ça. Combien de fois, en fait, il faut que je respire dans une journée? Je sais que je mange 2-3 fois, je bois quelques fois, je vais aux toilettes quelques fois, je me lave tant de fois, mais combien de fois je respire chaque jour? Alors, vous allez lui dire à l'enfant qu'il va falloir respirer autour des 25 000 fois dans cette journée. Il dit: «Waouh, c'est beaucoup, je ne savais pas, mais je vais les faire». Et il va vous dire: «Eh ben, OK, et combien d'air il faudrait que je respire sur ces 25 000 fois? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce qu'il faut que je les mets dans un gros sac à dos, dans un petit sac à dos si je retourne sur la Lune? Est-ce que ça va être lourd? Est-ce que ça va être grand? Est-ce que ça va être petit?» Parce que vous lui avez dit: «Il faut que tu manges 2-3 fois, il faut que tu prends 1 kilo de pommes, 2 litres d'eau pour être en vie cette journée». Combien de kilos d'air il faut qu'il prenne cet enfant qui vient de la Lune? Et vous allez lui dire, bah, c'est environ 15 kilos. Il faudra que tu fasses ta respi 25 000 fois aujourd'hui et tu auras besoin de 15 kilos d'air pour ta journée. Alors bien sûr, c'est des valeurs moyennes pour des adultes. Donc peut-être l'enfant, ça va être un peu différent. Mais déjà, si on mange 3 fois par jour 1 kilo de nourriture, on respire 25 000 fois dans une journée 15 kilos d'air. Donc déjà, par rapport à l'alimentation de notre corps, la vraie première alimentation, nourriture du corps est l'air. Et la première nourriture du mental, on pourrait dire que c'est les souffles. Bon, on verra si c'est vrai.
ou est-ce que c'est la pensée? Mais selon les yogas, c'était les souffles. Alors après, l'enfant vous dit: «Bon, bah, très bien, il faut que je le fasse 25 000 fois, j'ai besoin des 15 kilos et si jamais j'oublie, est-ce que c'est grave?» «Ouais, j'ai oublié, j'ai mangé ce midi, j'étais très occupé, j'ai mangé ce soir» et il vous demande: «Est-ce que je peux oublier de respirer parce que je suis très occupé? J'ai en fait des réunions, je travaille, est-ce que je peux les faire demain?» Et vous allez lui dire: Non, pas vraiment». Parce qu'on peut s'arrêter jusqu'à 3 minutes, mais après, les corps ne fonctionnent plus. Les cellules vont mourir et ainsi ton corps. Alors on peut s'arrêter de manger plusieurs semaines, de boire plusieurs jours et de respirer uniquement 3 minutes. Et en plus, il faut que ça soit régulier, constant, sans jamais, faire une qui soit trop grande, pas jamais, mais en général, elles sont toutes constantes, elles sont toutes régulières, elles ont toutes la même amplitude. Donc l'enfant vous dit: «Waouh, mais votre, respiration est très complexe. Monsieur ou madame, comment moi je peux m'assurer que c'est là, ça se passe?» Et vous dites: «Bah, vous inquiétez pas, ça va être votre corps à prendre en charge tout ça. Vous devez juste en être conscient». Donc là, il se rassure un petit moment et vous dit: «Mais du coup, si c'est le corps qui les fait, on les fait tous très bien, n'est-ce pas?» Et là, vous allez lui dire: «Bah, non, pas vraiment. On a vu aujourd'hui avec les études scientifiques et la médecine que 9 personnes sur 10 aujourd'hui ne savent pas respirer». Et l'enfant vous dit: «Mais comment est-il possible? Si une fonction aussi importante pour l'homme est aujourd'hui faite mal?» Et vous allez lui dire: «Bah, vous savez monsieur, heu, ben, il y a beaucoup de stress aujourd'hui. On ne vit pas un lien avec la nature, on est très sédentaire, on vit à l'intérieur de certains bâtiments et on a en fait nié les liens que nous avons avec la nature. Et donc nous avons changé notre façon de vivre et ainsi la respiration, qui est notre fonction vitale la plus forte, elle a changé pour compenser quelque chose qui n'est pas naturel. Et donc aujourd'hui, on ne le fait pas bien. Mais t'inquiète pas, petit enfant, que tu viens de la Lune, on peut réapprendre et on peut réapprendre au corps à les faire. Mais ça se passe par quoi? Ça se passe par la conscience, par les exercices. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler. Mais donc l'enfant vous dit: bah, si vous les faites mal, ça veut dire qu'on peut aussi les faire bien. Quel est votre art de la respiration? Alors là, vous allez lui expliquer qu'est-ce qu'une bonne respiration. Et là, c'est à vous, au clavier. Vous pouvez partager dans les chats, selon vous, quels sont les traits d'une bonne respiration. C'est qui vous vient, hein, et c'est pas un examen. Si c'est pas correct, je vous dirai. Donc, partagez pour vous, qu'est-ce qu'une bonne respiration. Donc, il y a Lancelot, je sais pas si c'est ton prénom, qui elle dit lente. Oui, une respiration lente. On a aussi une respiration régulière, exactement, profonde. Et donc, quelqu'un nous dit par les ventres, c'est qui est équivalent, plus ou moins. Donc, longue, lente, profonde, qui part du ventre. Alors, quand je vous dis, c'est vrai qu'elle est ventrale, il faut dire qu'elle part du diaphragme, votre muscle de la respiration. Alors, c'est important aussi la qualité de l'air. À la montagne, c'est mieux. On est d'accord. Effectivement, on paye un peu cher l'effet de respirer l'air de Paris, pour ceux qui sont à Paris. C'est pas optimal, mais disons, ça ne dépend pas forcément de nous, mais nous pouvons au moins mieux respirer. Une respiration qui utilise bien nos poumons, oui, c'est une respiration qui est lente, profonde, diaphragmatique, et il manque deux, trois choses. L'enfant, il n'a pas tous les éléments là. Il va répartir sous la lune, il doit respirer, mais il ne sait pas tout. Il manque des choses pour une bonne respiration. Pensez aussi aux erreurs, aux choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, vous allez trouver par alternance, ou alternative si vous voulez, ce qui est bon. Pensez quand vous êtes stressé, comment vous respirez. Ah, par les nez, dit Dorian, exactement. Une autre chose importante, c'est que nous avons un organe de la respiration qui est nos poumons, un muscle de la respiration qui est les diaphragmes et une porte d'entrée et des sorties de notre respiration qui est les nez. C'est l'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur par rapport à notre système respiratoire, comme la bouche l'est pour les systèmes digestifs. Et c'est important d'avoir des interfaces pour choisir ce qui en rentre, est-ce qu'il peut rentrer ou pas. Et il manque encore une chose que l'enfant doit savoir. Parce que vous lui avez donné 15 kilos d'air sous la journée et vous lui avez donné 25 000 respirations à faire. Donc, qu'est-ce que c'est important qu'il fasse pour que ça se passe bien? Qu'il fasse des inspirations et des expirations, tout à fait, que ce soit régulier. Il faut expirer aussi. L'expiration plus longue que l'inspire, waouh, de rien à ça, bravo. Ah, on va dans les détails, effectivement, c'est une bonne chose si on arrive à faire ça. Généralement, quand on est détendu, ça se passe aussi tout seul. Ça, c'est un détail, mais il manque une chose importante encore par rapport à la quantité. Je vous donne un indice.
Donc, des pauses expiratoires, comme disait Doriana, oui, ça peut être bien. Par contre, des pauses après l'inspiration, c'est pas très bien. Et ça, c'est lié au système nerveux autonome, donc ça rentrer dans les détails. Voilà. Mais il manque une chose que je vais vous dire, c'est que la respiration, elle doit être légère. Ça veut dire, l'enfant, il ne doit pas prendre le maximum à chaque fois qu'il peut faire. Parce que sinon, ces 15 kilos d'air, il va les épuiser beaucoup plus vite que ces 25 000 respirations. Et alors, bien sûr, que sur la Lune, c'est un problème parce qu'il n'y a pas d'air. Sous la Terre, ce n'est pas un problème. Donc, si nous faisons ça, que nous sommes un peu gourmands, nous avons très faim d'air, on va pas épuiser l'air qu'on a à disposition parce qu'il y a toujours de l'air. Merci aux plantes, merci aux arbres, merci au phytoplancton qui produit beaucoup d'oxygène, c'est les océans. Mais ce qui se passe, en fait, que nous faisons une indigestion d'air. Et ça, c'est possible aussi. On ne s'en aperçoit pas. Ça s'appelle l'hyperventilation chronique. Et c'est très mauvais pour le corps, comme c'est mauvais pour le corps de trop manger. C'est comme si quelqu'un vous disait, bah, vas-y, pour être sûr que tu manges assez, mange trop à chaque fois. Ben, oui, mais non, mais c'est pas bon de manger trop. Comme ce n'est pas bon de manger pas assez. Il faut manger juste. Et c'est la même chose. Donc, vous lui dites, cet enfant, en fait, tes respirations, elles doivent être toujours adaptées à ton besoin, ni plus ni moins, pour que ton corps fonctionne correctement. Et là encore, je vous rassure, il ne faut pas calculer cela, sinon ce ne serait pas possible, mais ça va être votre corps à gérer ça pour vous. Donc là, vous avez les clés d'une bonne respiration. Lente, légère, par les nez, diaphragmatique, régulière, par les nez, etc. Donc on va voir tout à l'heure un petit exercice des pratiques. Voilà, on a mis les bases d'une bonne respiration. Et maintenant, j'aimerais bien aller un peu plus loin, parler de la respiration, mais pas juste sur son côté physiologique, qui pourrait un peu nous arrêter à ce qui est matériel, même si c'est utile. Attention, pas parce que c'est matériel, c'est physiologique, qui a moins de valeur, parce que nous avons aussi besoin de bien les faire dans la vie de tous les jours pour être bien dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre corps, et donc finalement s'accomplir aussi comme humain. Donc on ne peut pas juste voilà, mal respirer, être en apnée, et puis espérer que tout se passe bien. Donc c'est important, mais c'est un point de départ. On peut aller plus loin. Et maintenant, j'aimerais bien Allez vers le mettre les sud-est, liens. Ah, puis tournez à droite. attention au micro, je ne sais pas si vous pouvez les désactiver. Donc, je voulais aller plus loin par rapport au développement de la respiration, parce que dans les traditions anciennes, comme dans les yogas, la pratique des exercices de respiration pour en atteindre sa maîtrise faisait partie de la 4e marche qui menait à une vie accomplie, on vit des yogis, on vit spirituel. Alors là, je vous parle du yoga, c'est une très belle tradition ancestrale, mais il y a d'autres, donc pas forcément prendre qu'elle celle-là, mais je prends celle-là comme exemple parce que dans les yogas, on parlait de l'art et de la science yogique de la respiration. C'était une pratique qui mettait au cœur de l'homme et de ses pratiques la respiration comme pivot entre la matière et l'esprit, entre la matière et le mental, et était la 4e marche de ce qu'on appelle le yoga royal. La première marche, c'était mener une vie morale, éthique et équilibrée. C'était la distinction entre les biens et les mal dans la quotidienité. C'était l'hygiène corporelle, c'était d'avoir une bonne parole, d'avoir des actions justes. Voilà, c'était les 2 premières yama et niyama, un peu comment bien se comporter pour avoir une éducation éthique et morale dans la vie de tous les jours. Les yogas n'en parlaient aussi. Il n'y a pas que la philosophie qui en parle. Il n'y a pas que les stoïciens, il n'y a pas que les grecs, il n'y a pas... Voilà, on en parlait aussi en Orient et dans les yogas, qui est aussi en philosophie, si vous voulez, en quelque sorte, on en parle dans les bouddhismes, dans les dharma chakras, dans les chemins aussi à 8 branches. Voilà. La deuxième partie, c'était aussi distinguer les vrais du faux. La deuxième marche. Et la deuxième marche était appuyée par une pratique de certains exercices qui était réservé aux pratiquants du yoga qui avaient déjà acquis un bon équilibre dans sa vie, au niveau du quotidien, entre la morale et l'éthique. Et pour distinguer du vrai du faux, leurs outils étaient des outils pratiques. Et les premiers outils pratiques qui faisaient donc partie de la 3e marche étaient la maîtrise du corps par les mouvements. Et aujourd'hui, c'est les asanas, c'est ce qu'on pense être les yogas, ou alors c'est ce qui est pratiqué la plupart du temps. La 4e marche, et on y arrive, c'était la maîtrise de l'énergie vitale et de son mental par les souffles. On l'a maîtrisé après le mental, hein, mais déjà la maîtrise de son corps et puis la maîtrise de son énergie vitale par les souffles, c'est qu'on appelait les pranayama. Et là, cette marche nous préparait à la distinction entre l'essentiel et les superficiels. Et cette distinction entre l'essentiel et les superficiels qui était rendue possible par la maîtrise du souffle
était leur vie spirituelle. C'était ce qui concernait l'esprit. Mais pour y arriver, on devait passer par la respiration. Et après, les chemins continuaient avec ce qu'eux, ils appelaient les 3 étapes à l'aboutissement du parcours du yoga. Et c'était les pratyahara, les dhyana et les samadhi, qu'aujourd'hui on appelle la méditation, mais qui est un peu simplifié, qui amenait donc à l'unité avec les mondes. Et c'est pour ça qu'en fait, on l'appelait les yogas. Parce que yug, ça veut dire union. Et l'union qui était recherchée dans les yogas, c'était bien sûr l'union avec soi-même par les corps et l'esprit, l'union aussi avec la nature et l'union entre soi et l'extérieur pour supérer la séparativité. C'était quelque chose qui était très important dans les yogas, mais qui arrivait vers la fin. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on s'arrête déjà là, aux asanas, quelquefois au pranayama. Donc, là, on voit déjà que dans l'histoire de l'homme, la respiration a fait partie, avec ces exercices, de ce qui était utilisé pour la maîtrise de son corps, de son énergie et de son mental. Ce sont quand même des composantes importantes aussi aujourd'hui. Et c'est fou Bouddha, dans son célèbre discours de Bénarès, sous l'arbre des Bodhis, à ses premiers disciples, ils n'étaient pas nombreux à ce moment-là, a parlé de l'anapanasati comme la réponse à la question de ses disciples sur Maître Bouddha, explique-nous, donne-nous la piste, la voie à suivre pour atteindre les nirvana comme toi. Par où il faut commencer? Et lui, il a fait donc ce célèbre discours en parlant de l'anapanasati. L'anapanasati veut dire simplement la pleine conscience de la respiration. Donc la première étape que Bouddha même a conseillé à l'homme, à ses disciples, pour parvenir à la présence, donc à la conscience. Mais on n'y arrive pas comme ça, on ne claque pas des doigts et on est conscient. On ne claque pas des doigts et on élève la conscience. Lui, il a dit, mais en fait, la première étape, c'est prenez conscience de votre respiration. Et selon lui, selon Bouddha, alors je ne sais pas s'il était sage ou s'il avait raison, mais apparemment c'était quelqu'un qui avait compris quelque chose, il disait, n'allez pas trop loin, ne soyez pas trop ambitieux, commencez par quelque chose de simple, accessible à tout le monde, la pleine conscience de la respiration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toutes les écoles des philosophies, dans toutes les écoles des arts martiaux, dans toutes les écoles des yogas, on commence toujours par les exercices de pleine conscience de la respiration. Non, je blague, c'est très négligé aujourd'hui, mais bien sûr qu'il y a quand même quelqu'un qui les fait. Et donc, oui, c'était cette conscience de la respiration qui pouvait mener à une vie spirituelle selon les bouddhismes aussi, et non seulement selon les yogas. Et selon Bouddha, il disait, cette conscience va vous permettre de commencer à percevoir ce qui caractérise, ce qui est permanent et ce qui est illusoire, ce qui est temporel, changeant en permanent, et ce qui est donc du monde de l'illusion et du Maya, il l'appelait comme ça. Et si vous apprenez cela, ça va aussi vous aider à moins vous attacher à l'impermanent, à l'illusoire, et aussi à peut-être vous détacher de la peur de perdre ou de la peur de la mort. Selon lui, c'était cet outil-là. L'outil n'était pas les seuls, c'était la première marche. Donc, c'est important de comprendre que je suis en train de dire que c'était la première marche. Et dans les exercices de respiration, on peut aussi observer, par exemple, les sensations qu'il a les corps, ce qu'il ressent. Ça peut aussi permettre de faire comprendre qu'est-ce qui est l'ego, comment il se manifeste de façon immédiate et sensorielle par ces exercices, et donc de l'observer. Parce que ce sont des choses qui sont fluctuantes pendant la respiration. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire, en fait, cette maîtrise de la respiration une fois qu'on l'acquiert? C'est de percevoir la durée. Ça veut dire le temps qui est permanent. Quelque chose de durable par contraste à ce qui est changeant, impermanent et donc illusoire. Et le souffle de l'homme et d'un yoga accompli était cette marche qui permettait de petit à petit en prendre de plus en plus conscience. Alors, je vous invite à faire un exercice maintenant pour voir tout ça de façon concrète. Je vous fais faire un exercice qui était aussi beaucoup pratiqué par les philosophes stoïciens, grecs et romains. Et c'est un exercice on va faire sur votre chaise, tranquillement. Donc, si vous êtes en train de marcher ou de conduire, ce n'est pas l'idéal, il faudrait vraiment s'asseoir. Et l'exercice est le suivant. On inspire, on expire, vous mettez en apnée et vous observez tout ce qui va s'activer dans votre corps et dans votre mental, d'impermanent,
Et vous observez aussi comment, à un certain moment, il pourrait y avoir un instant de survie qui émerge, peut-être la peur de ne pas avoir assez d'oxygène. Et donc, comment vous allez répondre à cela? Alors, ce n'est pas en aucun cas un exercice maximal d'apnée ou alors en compétition entre vous. Donc, je vous invite à les faire sans stress. Mais je vous invite simplement à observer, inspire, expire, la pause, comment les corps et votre mental vont s'activer. Qu'est-ce que vous allez observer? Dès l'ordre de l'impermanence, des choses qui sont changeantes, et aussi de la peur, du lien avec la vie et peut-être la mort. Et les stoïciens, ils faisaient des exercices réguliers par rapport à ça, ils l'appelaient memento mori, ils faisaient des visualisations, mais je vous assure que la pratique avec l'apnée, ça peut être très bien aussi. Donc, on va les faire tranquillement, pour tous ceux qui sont là. À partir de maintenant, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, comme vous préférez. Vous détendez les épaules pour être tranquille et serein. Et dès que vous êtes prêt, vous inspirez, vous expirez, vous mettez en apnée et vous observez tout ça. Vous prenez le temps, si vous n'avez pas encore terminé, d'observer. Et je vous invite à partager une petite phrase dans les chats. C'est que vous avez observé de l'ordre de l'impermanent, changeant et du lien avec l'instant de survie, la peur de la mort, la vie et tout ça. Donc Emmanuel nous dit, il y a les cœurs qui commençaient à battre très vite. Et comment je l'ai interprété cela? Est-ce que j'avais en fait mon corps avec les cœurs qui battaient très vite et moi j'étais totalement non perturbé par rapport à la chose? Ou est-ce que ça générait des pensées, du jugement, de l'activation autre par conséquence? Les autres aussi. Alors je suis curieux de voir qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce que ça vous a... Voilà, Alice nous dit les diaphragmes qui commençaient à s'activer à coince, une peur qui montait, une peur qui montait. Alors l'apnée et la production du CO2, pour être aussi un peu scientifique dans tout ça, donc du dioxyde de carbone qu'on a pendant l'apnée, est l'élément le plus fort pour déclencher la peur de la mort. Et en fait, si nous allons maîtriser au niveau vraiment physiologique, biochimique, l'accumulation de CO2 dans les corps, parce qu'on s'entraîne à le faire, nous allons mieux tolérer le stress, la peur, l'anxiété qui est générée par la peur, parce qu'en fait, il y a un mécanisme des liens dans les deux sens. Comme la réponse biologique, physiologique la plus forte des peurs, d'anxiété, d'action du corps humain est liée à l'accumulation du CO2, parce que je vous ai dit, 3 minutes sans respirer, les corps meurent, donc il faut qu'ils s'activent s'il y a quelque chose qui se passe. Donc dans l'apnée, on va les vivre. Mais si vous apprenez en même temps à gérer mieux cela avec des exercices de respiration, vous allez mieux gérer les stress, l'anxiété et la peur de la mort si vous voulez aussi. C'est pour ça que les yogis travaillaient aussi avec des très, très longues apnées, qu'aujourd'hui, ils ont de l'ordre de l'impossible parce qu'ils faisaient des apnées de plusieurs dizaines de minutes selon leurs exercices il y a 1000 ou 2000 ans. Aujourd'hui, on pourrait dire, oui, quelques apnéistes pourraient peut-être les faire, mais pourtant, c'était leurs exercices. Donc, la sensation de la peur et du manque d'air, j'imagine. Donc, merci pour ces partages. Il y a Doriana qui elle dit, je sentais les battements du cœur, une meilleure connexion avec mon corps. Je me sentais mieux avec mes cellules. Et puis vers la fin, par contre, le nez et la gorge qui s'excitaient, ma conscience qui s'est focalisée sur les nez. Je sentais les réflexes de la prise d'air qui commençaient à activer et tout. Très bien. Donc là, c'est une première fois, cet exercice d'observation des autant des choses qui sont déclenchées par les simples faits d'arrêter les souffles quelques instants. Vous voyez l'impact que cette fonction a sur nous. Et on peut déjà observer plein de choses. On peut se rendre compte qu'on a peur de la mort en faisant une apnée. Et c'est pas dangereux, hein, je vous rassure. Vous allez avoir peur de cela beaucoup plus tôt que cela se déclenche. Il a aussi dit rien de spécial. OK, c'est aussi OK. Peut-être qu'en fait, tu as l'habitude de faire ces exercices et c'est justement les apnéistes, ils s'entraînent à être
totalement détaché de tout ce qu'il observe. Il observe quand même des choses, mais en fait, c'est là ne va pas générer d'autres choses. Il n'y a pas des chaînes, des conséquences. Et en faisant cela, en étant totalement tranquille, serein et détaché, les apnées peuvent durer plus longtemps. Et c'est justement un très bon exercice d'arriver à ne pas forcément être très activé par ces exercices, mais c'est difficile aussi. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu as observé, qu'il y avait des choses, mais ce n'était pas spécial. Il n'y avait pas une perturbation de votre état par cet arrêt de souffle. C'est quelque chose de très bien. Très bien. Alors, on va continuer et on va faire un autre exercice. Maintenant, on va utiliser la respiration et on va refaire cet exercice. On va inspirer, on va expirer de façon consciente, 10 fois, de façon ample, comme on a dit tout à l'heure, fluide, comme on a dit tout à l'heure, et on va se mettre en apnée. Et on va voir la différence sur la perception de notre état d'apnée. Alors, peut-être vous avez mangé. Si vous avez mangé, il faut toujours pas forcer sous l'apnée, hein. Donc, parce qu'on est en digestion, etc. Quand je vous dis de faire des respirations qui sont amples et fluides par le nez, je vous dis d'essayer d'utiliser toute la capacité pulmonaire que vous avez. Donc, juste pour vous montrer, ça serait une inspiration ample, mais non forcée et fluide. Okay, vous le faites à votre niveau. Vous commencez bien au niveau ventral, puis vous élargissez les côtes. Vous arrivez jusqu'à la poitrine, mais sans stress, sans crisper les épaules, sans crisper les dos. Et on va le faire 10 fois ensemble, et puis vous mettez en apnée, et vous faites les mêmes exercices d'observer et de voir si c'est pareil, si c'est différent. Ça va? Ok. Allez, on va relâcher les épaules. Quelques rotations des épaules pour être sûr de ne pas être crispé. Quelques rotations aussi avec les coups et la tête. Très bien. On va faire aussi un bâillement. Ah, on détend la mâchoire. Et puis on ferme la bouche, on met la langue sur les palais. Et on va commencer avec ces respirations ensemble. Et je vais vous guider. On commence, donc on inspire, les diaphragmes descendent, puis c'est les côtes qui s'ouvrent jusqu'à la poitrine et on expire. De façon fluide et sans forcer. Et encore, c'est les ventres par les diaphragmes. Puis les côtes, puis la poitrine. Et on expire, on relâche. Et là, vous détendez à chaque expire. Et à nouveau, on inspire, ventre. Puis c'est les côtes. Puis c'est la poitrine. Et à l'expire, détendez les visages, détendez les épaules. Et 4, inspire, ventre. Les diaphragmes, puis les côtes qui s'ouvrent, puis jusqu'à la poitrine et on expire, on relâche. Le visage, les épaules, sans forcer. Encore les diaphragmes qui descendent, puis les côtes, puis la poitrine. Expire, on relâche. De façon fluide mais sans forcer, je répète, ventre. Puis les côtes, puis la poitrine qui s'ouvre et on expire. On est en fait en train d'utiliser toute la capacité pulmonaire avec détente. Et encore 7. Inspire. Et expire. On va faire les 3 dernières. Et encore, on inspire. Les ventres, puis les côtes, puis c'est la poitrine, les poumons sont. Dilate, expire. Et les 2 dernières. Inspire. Et expire. Et maintenant, vous allez simplement inspirer, expirer, et vous mettez en apnée, comme vous avez fait tout à l'heure. Et vous observez tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre mental, et comment aussi vous répondez à tout ce qui se passe. Peut-être vous allez voir que ça va être différent, ou alors ça va être pareil. Donc après cette respiration consciente et maîtrisée, est-ce qu'il y a une différence sur votre état mental, votre état physique, la perception de ce qui change, la perception de ce qui est permanent, impermanent, la peur ou l'anxiété, ou pas, la sérénité, la détente, peut-être du détachement de ces sensations, moins d'emprise de ces sensations. Toujours sans forcer, hein, ce n'est pas en compétition d'apnée, vous voulez juste voir comment cela s'active. Et puis, je vous invite comme tout à l'heure, donc quand vous avez terminé,
de juste partager dans les chats. Est-ce que c'était pareil? Est-ce que c'est différent? Si c'était différent, qu'est-ce qui vous a marqué comme différent? Alors, effectivement, la sensation de pouvoir avoir plus d'air que la première fois parce qu'on avait consciemment respiré. L'apnée était plus calme, l'apnée était plus longue. L'état était plus calme, l'apnée était plus longue. La sensation d'être dans son cocon intérieur. Donc là, vous voyez, vous êtes déjà à plusieurs à témoigner de notre état intérieur dans la même pratique de l'apnée. On a fait la même chose, mais comme on a d'abord conscientisé les souffles, on a un peu maîtrisé tout petit, en fait, la maîtrise intérieure, son état intérieur, son vécu était différent. Plus calme, l'apnée a duré plus longtemps, plus de sérénité, moins de lutte, moins d'envie de durer, calme, voilà, très bien. Donc là, vous avez tout de suite, tout seul, appris déjà quelque chose que la respiration nous donne, la capacité d'échanger notre état intérieur. En une minute, hein, on a fait quelques respirations conscientes. Hein. C'était même pas une vraie technique de respiration. Si, on pourrait l'appeler la respiration complète au niveau biomécanique. Et je vous ai donné un rythme à suivre, une certaine fluidité, mais euh, la respiration peut agir sur votre état physique intérieur et mental. Et c'est pour ça qu'était l'étape pour basculer vers la méditation dans le yoga. Alors, continuons par la suite. Les yogas nous disaient que la respiration pouvait spiritualiser notre vie au niveau du quotidien, amener plus de conscience. Et en fait, respiration, les termes viennent des spiritus, en latin par exemple, qui veut dire souffle bien sûr, mais aussi esprit. Donc là, vous voyez très clairement que même les latins et les grecs, c'était pareil, associer les souffles, l'esprit à, à la même racine. Okay, c'est aérien. C'est des structures aériennes. Vous pouvez les lier à la spiritualité, voilà, à Dieu ou pas, mais esprit, spiritus, souffle et respiration ont la même racine en latin. Et eux, ils disaient, les souffles est l'intelligence qui permet de vivre les mondes comme une unité. Ils disaient aussi les yogas, avec yuga, c'est union, avec les tout. En grec, c'était pneuma, qui puis a donné pneumopathie, poumon, voilà, vous voyez la racine. Et pneuma, c'était aussi les liens avec les tout, les supérieurs, les nous. C'était quelque chose qui transcendait l'homme, qui était de l'ordre de l'universel. Ou alors la spiritualité, le monde des idées, comme disait Platon au Dieu. Donc, ces relations respiration-esprit est vraiment présente dans beaucoup des traditions et donne une idée d'élévation, d'aérien. Ce sont des structures avec des lois aériennes qui nous élèvent. Okay, ça ne va pas forcément être terrain, vers la terre, comme les mouvements. C'est quelque chose qui tend vers les hauts. C'est pour ça que c'est important aussi d'abord de s'ancrer. Parce qu'on doit avoir les pieds dans la terre et la tête dans les ciels. Et si on fait que des techniques pour s'envoler, on va partir, c'est sûr. Mais ça maîtrise. Et si on n'en fait pas, on va être trop sur la terre. Donc on a besoin, c'est vraiment un équilibre de ces deux. Donc ça nous permet de nous alléger, de nous délester de certains poids. Et comme dans la terre, dans la nature, les vents, les souffles de l'air, les souffles des vents, les souffles de la terre, si vous voulez, la respiration de la terre est faite par des différentes pressions, des différentes tensions qui font déplacer l'air. Cela vient aussi au niveau du diaphragme, du mouvement du diaphragme dans les poumons. Et regardez bien, ces variations viennent de l'intérieur de votre corps. La respiration est générée par des mouvements du diaphragme qui génèrent des tensions et des pressions dès l'intérieur de vous pour être en contact avec l'extérieur. Et ce n'est pas l'extérieur qui détermine votre respiration, c'est votre intérieur. Donc vous voyez que la clé pour mieux vivre votre état intérieur vient de l'intérieur, par la respiration notamment, par ces mouvements. Donc littéralement, c'est les muscles les plus profonds du corps, qui est aussi un lien avec les cœurs. Donc, ça peut nous dire de façon anatomique beaucoup des choses. Ce n'est pas juste symbolique qui est à côté du cœur, il est attaché au cœur, les diaphragmes. Ce n'est pas juste, voilà, bon, anatomiquement, ils sont à côté. Non, de façon symbolique, il y a un lien avec votre état psychophysiologique intérieur. C'est pour ça que c'est important de l'utiliser, ces diaphragmes. Et ce n'est pas pareil de respirer avec les épaules. Parce que les épaules, qui sont en haut, c'est des muscles superficiels qui n'ont rien à voir avec les cœurs.
qui n'ont rien à voir avec l'état intérieur. Ils sont en lien avec l'extérieur. Les bras, les mouvements, l'extérieur. Donc, cette respiration profonde, consciente, ça nous permet justement de s'élever, comme je vous disais, et travailler sur ces chemins. Alors, je vous disais que c'est important aussi de travailler sur les corps, de les mettre en ordre. C'est pour ça que dans les yogas, il y avait les asanas avant, pour que cette respiration puisse véritablement descendre dans les corps, les purifier. Et donc, il faut aussi un peu de discipline dans ces pratiques, effectivement, de préparation de la respiration. Mais déjà, de pouvoir la conscientiser, c'est une bonne première étape. Et donc, quand la respiration se manifeste dans les corps, parce que les corps est en ordre, la respiration se manifeste correctement, la conséquence, c'est que l'homme a une vie intérieure, développe cette vie intérieure. C'est manifeste, s'individualise. Et c'est la voie du Raja Yoga, c'est qu'on appelait les yogas royales à 8 branches. Donc, on s'individualise. Individualiser, c'est être un individu, ça veut dire être un humain, ça veut dire avoir accompli aussi un lien avec son identité, et cela était fait par la pratique de la respiration. Donc encore là, je dis, mais encore, c'est quand même incroyable qu'autant d'importance était donnée juste par l'effet d'inspirer, expirer. Et parce que moi, je ne sais pas vous, mais je ne l'ai jamais appris. Je ne l'ai pas appris à l'école, je ne l'ai pas appris à l'université, je ne l'ai pas appris au travail. Et puis finalement, ça semble être autant important qu'on n'en parle jamais, qu'on ne le pratique pas, qu'on ne le conscientise pas. Donc il y a besoin d'un changement de regard. Donc de regarder un philosophe, la respiration, pour en apprendre quelque chose et l'utiliser comme un outil. Alors, quoi d'autre je vais vous ajouter? On va passer un peu encore des pratiques. Ça, ce sont des choses que je vais partager, les liens avec l'universel. Donc, il y a vraiment un lien entre philosophie et respiration, comme vous venez de voir. Ça permet d'aller en profondeur vers les choses, distinguer l'impermanent du permanent, du vrai et du faux, les biens du mal. Et c'est quand même pas rien. Et ça peut donner du sens. Ça peut nous permettre de détacher de certaines choses. Ça peut permettre aussi de travailler avec les sentiments élevés ou alors de délester certaines émotions lourdes. Il y a des techniques de libération du trauma par les souffles. Vous avez sûrement entendu parler de certaines techniques comme la respiration rebirthing ou holotropique ou transcendantale ou Wim Hof. Il y a des techniques dans ce sens. Donc la respiration peut nous libérer. La respiration peut nous détacher. La respiration peut nous libérer de certaines choses. Peut aussi nous connecter à d'autres, connexion à soi, connexion aux autres, la connexion à la nature, au monde. Quelque chose qui est donc impermanent. Donc disons qu'on pourrait en quelque sorte voir la respiration comme un acte continu, fluide, qui nous permet de nous délester, de se détacher, de libérer de quelque chose de superficiel, impermanent, illusoire, comme disait Bouddha, pour se connecter à quelque chose d'universel qui nous dépasse. Donc, connexion aux déconnexions en fonction de ce qui est permanent, impermanent. Moi, c'est cette vision-là de la respiration que je vous propose. Un outil qui peut vous aider à vous déconnecter de ce qu'il faudrait peut-être délester dans nos vies et se connecter à quelque chose qu'on pourrait ajouter davantage. Dans les yogas, on disait, pour terminer, quel est le but du yogi? Le yogi, c'était celui qui vivait la voie du yoga dans sa vie, était un jour d'arriver à la maîtrise de la respiration, ça veut dire de pouvoir l'arrêter. Et en quelque sorte, de pouvoir l'arrêter, c'était pas symbolique, c'était littéral. Il arrêtait sa respiration, il n'avait plus besoin de respirer. Il dépassait en fait même l'impermanence du souffle. Et c'est ce qu'il disait, qui donnait au yogi la vie éternelle et donc l'accomplissement du samadhi ou nirvana, ou comme vous voulez, pour dépasser la condition humaine. C'était le but, vous imaginez? C'était pas juste symbolique, c'était réel. Il disait tout un tas d'étapes pour arriver à cela, ne plus avoir besoin de respirer. Et donc, d'être en fait dans un état permanent, connecté, élevé. Donc, pour terminer, avant de faire encore quelques exercices, c'est que la respiration peut être une pratique philosophique de la vie et peut nous permettre de mieux vivre un philosophe, nous échanger aussi du regard que nous portons sur notre vie quotidienne et sur le monde. Alors, faisons un petit exercice pour voir ça, parce que c'est un peu théorique, et on a fait 2 exercices pratiques, là je vous en propose un autre, et c'est une technique qui a été très longtemps utilisée en Inde, dans les temples, par les pratiquants du yoga, mais était aussi considérée comme une pratique avancée
et donc pas vraiment accessible. Là, aujourd'hui, on la connaît, on peut la partager. C'est un kriya et c'est la technique déréflexive au Kriya Yoga des Krishna. Krishna, voilà, une divinité indienne. Et elle permettait, cette respiration, de se connecter davantage avec l'universel et de se mettre donc en union avec ces mondes, ces yogas, on disait l'union avec quelque chose de plus grand que soi. Ça permettait de les faire, mais surtout était aussi déréflexive. Ça veut dire que ça nous permettait de moins s'identifier à soi. Ça veut dire si moi je suis moi et toi tu es toi, nous sommes bien séparés. Et donc il n'y a pas d'union. Donc il n'y a pas d'autre. En général, s'il y a d'union, mais alors je comprends, c'est difficile à vivre, donc c'est pour ça qu'il faisait des exercices. Alors cette technique, je vous la partage. C'est une technique où on va opposer ce qui est normal dans la vie de tous les jours. Donc, dans l'inspiration, normalement, on associe l'entrée de l'air et on visualise quelque chose qui rentre en nous. Et à l'expiration, normalement, on visualise la sortie de l'air, donc quelque chose qui sort de nous. Donc, on pourrait dire, j'inspire, ça va en moi, et j'expire, ça répare. Mais non, aujourd'hui, on va changer ça. Je vais dire, j'inspire et je sors de moi, et j'expire et ça rentre en moi. Et avec mes bras, je peux faire donc j'expire, ça rentre, et j'inspire, ça sort. Donc ça va un peu au niveau de la pratique créer quelques moments ça va déclencher des doutes. Donc vous faites une pause et vous reprenez. Et on va pratiquer ça 2-3 minutes. La pratique du Kriya Yoga que je vous décris, c'est une pratique qui a été faite plutôt une demi-heure, 1 heure ou 2 heures. Là, je veux juste vous l'introduire. Donc mettez-vous assis, détendez les épaules, fermez les yeux et commencez juste à respirer. Observez votre respiration. Donc pour commencer, vous êtes juste en train d'observer votre respiration. Et à partir de maintenant, on va ajouter la première étape. À l'inspiration, vous imaginez de la lumière sortir de vous. Et à l'expiration, vous imaginez de la lumière rentrer en vous. Donc, quand vous inspirez, la lumière sort de vous. Et quand vous expirez, la lumière rentre en vous. Et vous pouvez maintenant associer les gestes des bras que je vous ai montrés tout à l'heure, en mettant les mains au niveau de la poitrine. À l'inspiration, vous allez ouvrir en accompagnant la lumière qui sort de vous. Et à l'expiration, vous allez ramener la lumière qui rentre en vous. Et quand vous inspirez, vous éloignez les bras, vous les ouvrez. Et quand vous expirez, les bras se rapprochent de vous. À l'inspiration, vous allez dire dehors, 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 mentalement. Et à l'expiration, vous allez dire dedans, dedans, dedans. À inspiration, on va dire dehors, ça sort, dehors. Et à l'expiration, on va dire dedans, ça rentre, dedans. Donc j'inspire, je visualise la lumière qui sort et je dis dehors. Et à l'expire, je visualise la lumière qui rentre et je dis dedans, toujours avec ces mouvements des bras. Inspire dehors, 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 et expire dedans, dedans, dedans. Et vous continuez à faire ainsi jusqu'à ce que quelque chose change dans la perception et que vous allez percevoir moins de séparativité entre vous et l'extérieur et plus d'union, d'ouverture, comme si les frontières de votre corps devenaient de plus en plus fines jusqu'à n'en avoir plus, jusqu'à se fondre avec les dehors et les dedans. C'était fondu ensemble. Inspire dehors, dehors, dehors. Expire dedans, dedans, dedans. Inspire dehors, lumière qui sort. Dilatation, la lumière. Expire dedans. Réduction, ça rentre. Et inspire dehors, dehors, dehors. Et expire dedans, dedans, dedans. Faites encore une petite minute comme ça. Visualisez toujours la lumière qui sort sous l'inspire. La lumière qui rentre, l'expire. Dehors sous l'inspire, dedans sous l'expire.
OK, et on va s'arrêter là. Toujours les yeux fermés. Juste essayer de voir si la perception de ce qui est dedans et dehors, ce qui est vous et ce qui est pas vous, a changé. Est-ce qu'il y a en quelque sorte un sentiment un peu plus d'union ou pas? Juste après ces 3 petites minutes de cette pratique qui est, voilà, une pratique spirituelle du monde de la respiration. Et puis je vous invite aussi à partager, si ça vous va, dans les chats, comment vous l'avez perçu? Qu'est-ce qui vous a montré? Alors il y a déjà, Katrina qui nous a dit: «Bah, c'est bizarre, mais ça m'a paru très cohérent depuis le début». Bon, très bien. Alice nous dit: «L'impression d'être plus légère, j'avais chaud à l'intérieur». Colin va sur, quelque chose de plus intuitif, perceptif, peut-être moins physiologique. Dorian a dit plus de bienveillance et d'amour en pratiquant cela. Donc, ça, je pense que ça peut peut-être dénoter un état de connexion augmentée vers ce qui est à l'extérieur, entre guillemets, donc peut-être moins des sentiments de devoir se séparer peut-être, et donc plus d'unité. Donc, ça vient naturel, plus de bienveillance. Quoi d'autre? Alors, plus de lumière autour de moi, effectivement, on l'a visualisé, donc c'est aussi une autre pratique énergétique. Et vers moi-même aussi, les 2. Très bien. Sensation comme à l'exercice 2. Bon, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. OK, très bien. Donc ça, c'est une pratique, des respirations, et je vais clôturer avec une dernière pratique, 2 minutes, et puis ça va être l'heure. On va quand même prendre 5 minutes de questions-réponses, bien sûr, mais je voulais quand même vous les faire parce qu'on a beaucoup parlé de la conscience de la respiration et de la pleine conscience de la respiration. Donc on va la pratiquer, au moins pour vous dire qu'est-ce que c'est. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous asseoir à nouveau tranquillement, et je vais vous guider sur quelques minutes de pleine conscience de la respiration. Vous commencez par vous connecter à votre respiration. À l'inspiration, vous allez observer au niveau du nez la friction de l'air qui passe au niveau des narines. Et à l'expiration, vous allez observer au niveau des narines les changements de friction de l'air et les changements peut-être des températures. À l'inspiration, vous prenez conscience que de l'air est en train de rentrer par les narines. Et à l'expiration, prenez conscience que de l'air est en train de sortir des narines. À l'inspiration, vous prenez ainsi conscience que vous êtes en train d'inspirer. Et à l'expiration, vous prenez ainsi conscience que vous êtes en train d'expirer. J'inspire et je suis conscient que j'inspire. J'expire et je suis conscient que j'expire. J'inspire et je sens les mouvements dans mon ventre, dans ma poitrine. Et j'expire et je sens les mouvements dans mon ventre, dans ma poitrine. J'inspire et je suis conscient que j'inspire. J'expire et je suis conscient que j'expire. J'inspire et je détends mon corps. J'expire et je détends mon corps. Pendant l'inspiration, je détends mon corps. Pendant l'expiration, je détends mon corps. J'inspire et je me détends. J'expire, je me détends. J'inspire et je génère de la joie dès l'intérieur. J'expire et je génère de la joie dès l'intérieur. J'inspire et je prends conscience que je peux générer de la joie. J'expire et je prends conscience que je peux générer de la joie. J'inspire, je génère la joie. J'expire, je génère la joie.
J'inspire et je suis conscient que j'inspire. J'expire et je suis conscient que j'expire. Pendant l'inspiration, je détends mon corps, je génère de la joie. Et pendant l'expiration, je détends mon corps et je génère de la joie. J'inspire et je suis vivant. J'expire et je suis vivant. J'inspire et je peux sourire à la vie et j'expire et je peux sourire à la vie. J'inspire et j'expire. On va terminer là pour ces 3 minutes tout court de pratique en réouvrant progressivement les yeux, en refaisant quelques mouvements des épaules, quelques mouvements avec la tête, quelques rotations tranquilles pour revenir ici. Après ces 2-3 minutes de pleine conscience de la respiration. Et il y a une phrase d'un moine bouddhiste zen qui est Thich Nhat Hanh, que peut-être vous connaissez, qui disait: inspire, expire, souris, tu es vivant. Et c'était à ces mots son principal enseignement dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui a fondé des universités, écrit des dizaines de livres, créé un monastère bouddhiste. Et il dit, bah, rappelez-moi juste pour une chose, cette phrase: inspire, expire, souris, tu es vivant. Alors, voilà. Donc ça, c'est la pleine conscience de la respiration de façon simplifiée. Il y a beaucoup plus d'étapes dans cet exercice des 16 Bouddhas, comme on l'appelle, mais juste là, on l'a fait simplifié. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo avec un des moines du village de Prunier de Thich Nhat Hanh où il m'est guidé donc sur YouTube à faire cette pratique de l'Anapanasati comme on vient de faire. Et donc vous la trouvez, vous allez sur ma chaîne YouTube Inspire Potential et vous pouvez la faire. Ça dure 15-20 minutes. Donc par exemple, là, si ça vous donne envie, vous pouvez continuer et faire cette pratique dans la vidéo vers la fin. Voilà, vous le trouvez sur la chaîne YouTube Inspire Potential. Et vous allez voir dans la vidéo avec les moines bouddhistes qui s'appellent Frères Promesse sous la pleine conscience de la respiration et en pratique guidée. Là, je vais la faire 10 minutes. Alors, il y a une question. Pourquoi c'est mieux de respirer par les nez que par la bouche? Alors, pour rigoler et pour aller vite, c'est parce que les nez, c'est pour respirer et la bouche, c'est pour manger. Il faut essayer de faire l'inverse, mais ça n'a pas bien marché. Mais c'est parce que l'aîné, en fait, il filtre l'air, l'humidifie, la réchauffe, il protège des bactéries, des virus. Ça permet aussi de faire un filtre, comme je vous disais, et ça produit des substances comme l'oxyde nitrique qui sont vasodilatateurs, anti-inflammatoires, antivirales. Donc, c'est une vraie protection de nos poumons et ça nous permet de mieux s'oxygéner. Donc, après, là, c'est expliqué très rapidement, je suis conscient, mais l'aîné a plus de 30 fonctions à la respiration. Et si on utilise la bouche, on ne l'utilise pas. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée de l'air pour le corps, pour les poumons. Alors, est-ce qu'on peut pratiquer souvent la respiration inversée? C'est un exercice, c'est une technique. Si tu l'as fait dans le cadre d'un entraînement, d'une pratique, il n'y a pas de souci, tu peux le faire tous les jours, tes 10, 15 minutes si tu veux, en sachant par contre que c'est un exercice de respiration inversée, donc paradoxal. Donc, c'est juste une pratique. Puis tu reviens à ta respiration normale. Donc, mais il n'y a pas de souci. Alors, je ne vais pas tout présenter ce que j'ai fait. Effectivement, moi, j'organise beaucoup des stages, des retraites, souvent en nature, mais aussi à Paris. Et je vous ai disais, j'ai écrit 2 livres. Et ces 2 livres, ensuite, je les ai transformés en formation des respirations, justement en visio. Et tous les mois, avec mes étudiants, on se retrouve pour pratiquer ensemble, répondre à leurs questions et donc avancer sur les chemins de la respiration. Donc, si ça t'intéresse, tu vas trouver ça sur Inspire Potential, toujours mon site. Et il y a des formations et voilà, avec mes étudiants, on se retrouve tous les mois en visio et puis ils font aussi des stages, des retraites, des formations en nature. Et j'ai fait beaucoup de choses. Oui, oui, tout à fait. C'est très, très régulier. Je ne me suis pas présenté par rapport à tout mon travail pour parler plutôt des respirations avec vous aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, vous allez trouver toutes les informations sur mon site internet. Bon, merci de votre présence, de vos questions, de votre intérêt pour les sujets de la respiration. Aussi, je voulais me féliciter et vous dire bravo parce qu'on n'est pas si nombreux en fait à s'intéresser à la respiration. Donc, vous voyez, c'est un événement gratuit, on pourrait être 3 millions à faire ça et pourtant on était combien? Quelques dizaines. Donc, merci et bravo parce que déjà il faut s'intéresser à cela, même si c'est accessible et simple.
N'hésitez pas aussi à partager autour de vous avec quelqu'un qui pourrait aussi, ça pourrait lui faire du bien de respirer. N'hésitez pas à lui dire. Voilà. Merci. Si on se retrouve bientôt, avec, joie d'échanger et de peut-être faire une petite pratique des respirations ensemble. Merci.